Bonsoir, il est 18 h. Si vous nous rejoignez en direct, bienvenue pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Pour faire le tour de l'actualité locale en un peu moins d'une demi-heure, voici les principaux titres en images. Un homme de 20 ans qui serait impliqué dans les violences de cet été à Trappes devait comparaître aujourd'hui au tribunal de Versailles. Alexandre Costanzo, c'est son nom, évoque lui une bavure policière et parle de violence. Le jugement a finalement été repoussé. La mort, c'est festif, en tout cas au Mexique, où la Toussaint est symbole de retrouvailles entre les ancêtres disparus et les vivants, une tradition bien loin de nos pratiques. À l'Estaminet, à Manille-les-Hameaux, vous en connaîtrez tous les détails. Et puis si vous aimez la science-fiction, la bande dessinée, restez avec nous aussi ce soir pour cet entretien avec Laurent Bidault, dessinateur installé à Versailles. Il nous présente dans son atelier le premier volet de Paradoxe aux éditions Glénat, une bande dessinée d'anticipation, un thriller sur fond de voyage dans le temps. L'image du jour à présent. C'est au Crédit Agricole qui se prépare à s'installer dans un nouveau bâtiment à Guyancourt. En tout cas, pour le moment, la première pierre a été posée. L'immeuble de bureau baptisé Alsace prend place sur un campus déjà existant depuis 1978. Il totalisera 20 000 m² de surface et permettra de porter à 4 800 le nombre de salariés sur le site. Livraison début 2015. Le Crédit Agricole ambitionne de créer un pôle technologique de pointe sur ce site. Alexandre Costanzo, 20 ans, devait comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour son implication dans les émeutes de Trappes en juillet dernier. Le jeune homme est accusé de violence, de rébellion également à l'encontre de 3 policiers dans la nuit du 19 au 20 juillet. Lui parle de bavures, de coups et d'insultes également. Le procès n'a pas eu lieu, il a été reporté, comme nous l'expliquent Yolène Torres et Patrick Jacques de Dixmude. La justice a décidé de prendre son temps dans l'affaire des émeutes de Trappes. Le procès d'Alexandre Costanzo est renvoyé pour cause de complexité et de connexité avec d'autres éléments. Une audience relais est prévue le 5 février 2014 pour faire le point. Un renvoi qui satisfait le syndicat UNSA Police. Pour son secrétaire, cela laisse plus de temps pour mener des investigations poussées et prouver que le jeune homme a participé aux émeutes de juillet dernier. On va clairement pouvoir prouver que cette personne était là, que la parole des fonctionnaires est claire et nette et qu'il n'y a pas eu de violence, premièrement illégitime et deuxièmement, qui n'ont fait que essayer de repousser des individus qui voulaient attaquer le commissariat. Alexandre Costanzo, 20 ans, est soupçonné de violence et de rébellion à l'encontre des 3 policiers, tous partie civile, dans la nuit du 19 au 20 juillet. Une version démentie par le jeune homme, lui se dit victime d'une bavure policière. Il dit avoir été violenté et s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. Son avocat évoque des éléments soit erronés, soit mensongers de la part des policiers et parle d'une couverture fabriquée dès la 2e heure après l'arrestation. Nous, on a une version qui est celle d'Alexandre Badaud, qui rentre d'une soirée, qui voit des échauffourées à 250 mètres, qui descend de sa voiture, qui laisse son portable, qui laisse ses amis dans la voiture, donc il n'en est que pour quelques minutes, et qui se retrouve pris dans un guet-apens. Un autre prévenu, Majid, 18 ans, comparé mercredi prochain. Lui aussi est soupçonné de violence et de rébellion à l'encontre des policiers. Alors que le débat a glissé maintenant sur le droit du sol pour obtenir la nationalité française avec les récentes déclarations de Jean-François Copé qui souhaite en finir avec cette disposition, Europe Écologie Les Verts demande au gouvernement de faire revenir Leonarda avec l'ensemble de sa famille. Tous expulsés, vous le savez, car sans papier. La formation, pourtant membre de la majorité, appelle les lycéens et les étudiants à manifester encore et toujours en soutien à l'adolescente de 15 ans. Le 5 novembre, justement, ils seront dans la rue à l'appel, entre autres, de l'UNEF, syndicat universitaire. Sur ces images, la dernière mobilisation de jeunes juste avant les vacances à Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis le mouvement dans la rue, c'est assagi. Et l'on en vient à notre question du jour pour vous faire réagir, vous le savez, à l'actualité. Comprenez-vous cette mobilisation des jeunes, des lycéens, étudiants autour de l'affaire de l'expulsion de Leonarda? Au micro de Jonathan Villeman. Je pense qu'il y a des lois, il faut les respecter, un point c'est tout. Pas vraiment, non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est hors la loi, entre guillemets. Je suis tout à fait pour ne pas jeter des immigrés à la rue, mais là, ça me semble excessif. Cette situation est quand même anormale. Le père a, entre guillemets, truandé et on va bientôt préférer donner raison à des familles qui sont hors la loi, qui sont hors du système, par rapport aux familles françaises, entre guillemets. Et croyez-moi, je ne vote pas Front National, loin de là. Ah si, je comprends très bien la révolte et l'incompréhension
qu'ils ont dans leur cœur par rapport à cette jeune fille qui se fait expulser alors qu'elle travaille bien, elle a l'air d'être bien dans ses baskets et visiblement un désir revenir chez nous. On peut comprendre tout à fait que les étudiants, les lycéens aient envie que cette jeune fille revienne faire ses études en France. Humainement parlant, on peut tout à fait le comprendre. Si au moment de la réalisation sur France Télé, le Tour de France avait loupé le passage devant le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, vous l'aviez peut-être remarqué l'an passé, elle ne pourra en tout cas pas se rattraper en 2014. En effet, le 27 juillet prochain, la dernière étape partira d'Évry dans l'Essonne pour rallier les Champs-Élysées. Pourtant, sur les 7 dernières éditions, l'ultime étape avait traversé les Yvelines à 4 reprises. Sur cette 101e édition, dont le départ sera donné le 5 juillet depuis l'Angleterre, le peloton parcourira plus de 3600 km. Les coureurs devront traverser l'enfer des pavés du Paris-Roubaix, sortir indemne de 5 arrivées au sommet. 50 ans après le duel mythique Anquetil-Poulidor, on saura enfin si Chris Froome sera le premier coureur à conserver sa couronne depuis 1995 et l'Espagnol Miguel Indurain. Je ne me considère pas comme un prétendant vraiment au podium, donc j'aurai sans doute pas le même stress que vraiment les coureurs favoris, mais ça sera une étape où il peut y avoir de la casse, quoi. Il y aura pas de leader qui va gagner du temps, mais des leaders qui vont en perdre, il y en aura, ça c'est sûr et certain. Que ça soit d'une manière physique ou alors sur des briques matérielles, quoi, ça c'est sûr. Enfin, ça on n'y compte pas trop, mais bon, c'est quand on est à la dernière étape, ça on n'y pense plus, hein. C'est surtout à passer la ligne et voilà, quoi. Mais non, c'est vrai que cette année au château de Versailles c'était vraiment joli. Mais bon, comme je dis, hein, les organisateurs, il en faut pour tout le monde. Tout le monde veut sa ville étape, donc voilà. Propos recueillis par Anthony Reich, alors qu'aujourd'hui était donc dévoilé le parcours du Tour de France 2014. 2014, les Yvinois qui pourront tout de même se consoler avec le Paris-Nice aussi en mars prochain, qui devrait partir, selon nos informations, de Montigny et le Bretonneux. À l'occasion des vacances de la Toussaint, l'Estaminet de Manille-les-Hameaux célèbre la fête des morts à la mode mexicaine. Pour l'occasion, des ateliers créatifs sont organisés pour les enfants. Les petits peuvent confectionner des têtes de mort colorées et déguisent des squelettes. Le tout dans une ambiance pourtant joyeuse, comme le veut la tradition au Mexique. Reportage d'Olivier Maniscalco et de Jonathan Villeman. Pour la Toussaint, l'Estaminet de Manille-les-Hameaux rend hommage à ces morts à la mode mexicaine. Traditionnelle en Amérique centrale, la fête des morts célèbre en famille les ancêtres disparus. Malgré son nom, c'est une fête joyeuse. Les mariachis viennent jouer de la musique dans les maisons décorées de fleurs et ont revêt aux squelettes leurs plus beaux habits. On colore aussi des têtes de mort comme ce matin dans cet atelier où les enfants se montrent créatifs avec leur crâne en terre cuite. Je vais en premier le peindre tout en blanc. Après, je vais faire une bouche jaune et des motifs orange et bleu. C'est une initiative qui a été prise par l'Estaminet de célébrer la fête des morts un peu autrement et de donner une connotation avec un autre accès à une autre culture qui était la culture mexicaine. Il y a une exposition Frida Kahlo en ce moment à Paris et donc on avait aussi envie de faire un lien par rapport à ça, ouvrir un peu les gens ici sur une autre dimension culturelle que la dimension toujours Halloween habituelle, quoi. Jusqu'à vendredi, les enfants auront l'occasion de découvrir cette fête méconnue via d'autres ateliers créatifs. Crâne en sucre, pain des morts et projection d'un film sur le thème viendront agrémenter leur culture mexicaine. Djembé, batucada et steel drum, des instruments de percussion, et les 7-15 ans ont appris à les apprivoiser lors d'ateliers qui étaient proposés à la Verrière. Yolène Torres. Voyage aux 4 coins du monde à la Verrière. Durant 2 jours, l'espace Aimé Césaire accueille des enfants de 7 à 15 ans pour des ateliers percussion. Au programme, la batucada. Ce genre de musique brésilien, proche de la samba, se joue avec des instruments utilisés lors des carnavals. Dans un tout autre style, à quelques mètres de là, certains s'initient à la tradition africaine du djembé. Retour dans les années 20 aux Caraïbes. Ici, on joue du steel drum. Asia nous explique l'histoire de cet instrument, l'un des seuls exemples de révolution par la musique. Les Anglais, ils ont envahi les îles et que les habitants, ils ont été tous tués. Et ceux qui étaient en esclavage, ils ne pouvaient plus faire de musique. Alors ils ont trouvé des bidons et ils ont cabossé. Ça fait cet instrument maintenant. Cet instrument, fabriqué à partir de bidons de pétrole, est accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance musicale. L'enseignement est oral.
On n'a pas de partition, rien du tout. Les notes sont indiquées sur les instruments. Et puis, voilà, c'est la mémoire qui va travailler. Et puis, l'apprentissage de l'oreille directement. Il n'y a pas de partition. Et c'est entre celui qui guide, le professeur, et puis les élèves qui vont se servir aussi de leurs propres moyens, des camarades, et puis essayer à chaque fois d'avoir quelque chose de cohérent. Nous poursuivons ce journal du 23 octobre en partant à présent à Versailles à la rencontre de Laurent Bidault, dessinateur. Il vient de terminer Paradoxe, ouvrage d'anticipation aux éditions Glénat. Il travaille déjà sur le second volet. Il nous a ouvert la porte de son atelier. C'est l'entretien de cette édition. Nous sommes en compagnie d'un dessinateur aujourd'hui, Laurent Bidault à Versailles. Il est le dessinateur de 7 bandes dessinées Paradoxe, éditées par Glénat, scénarisées par Didier Convard. Bonjour Laurent Bidault, merci de me recevoir chez vous dans votre atelier, c'est ici que vous travaillez. Paradoxe, premier tome qui vient de sortir en librairie, c'est de la science-fiction. 2034, Edvel Conrad, un homme qui est capable de voyager entre des univers parallèles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette histoire ? C'est une histoire effectivement de science-fiction, mais avec une grande part du récit qui se situe aujourd'hui. Edvel Conrad est en fait diplômé du supraphysique, on va même dire prix Nobel de supraphysique, mais il est très controversé et effectivement il a la capacité de se déplacer dans le temps, mais de se cloner en fait dans le temps. Et le tout pour sauver sa femme, en fait. Il veut absolument... C'est présenté comme un ouvrage d'anticipation, c'est-à-dire que vous y croyez à ces possibilités, ces évolutions. C'est basé aussi sur une histoire vraie, sur une expérience vraie, un petit peu, qui avait permis à des scientifiques de dépasser la vitesse de la lumière. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Ça a été ensuite contredit l'année suivante, en 2012, mais en 2011, on y croyait. C'est ça qui a lancé l'histoire ? Effectivement, oui, c'est l'idée de départ pour le scénariste. Ça lui a permis de se dire, tiens, et si, en se déplaçant dans le temps, on laissait un double de soi-même à cet endroit-là. Mais effectivement, ça permet d'avoir un scénario extrêmement malin, intelligent et retors. Justement, c'est retors, c'est compliqué comme scénario. Est-ce que du coup ça rend compliqué l'illustration, les dessins? Parce qu'il faut rester aussi fluide pour la compréhension du lecteur. On voyage entre les époques, on voit ce personnage parfois se rencontrer lui-même aussi, donc il faut faire attention à la façon dont il vieillit pour que ça reste crédible. Oui, il y a énormément de difficultés dans cette bande dessinée parce qu'il faut à la fois effectivement être clair. Donc j'ai utilisé un style très ligne claire et effectivement faire attention à tous les détails, tous les raccords. Il faut que les personnages, on les voit vieillir, on les sent vieillir et que les vêtements aussi expriment des changements d'époque, des changements de style très précis. L'anticipation, globalement, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous fascine ou pas ? Est-ce que vous avez été inspiré par ça? Jusqu'à présent, j'étais plutôt versé dans la bande dessinée historique, donc c'est une nouveauté pour moi. Mais c'est passionnant, oui. Mais il faut être très précis, il faut être faut bien détailler son travail. Ça veut dire qu'il y a un échange permanent avec le scénariste. Comment vous avez travaillé sur ce livre? Je sais que vous expliquiez que c'est sans doute le livre la bande dessinée qui vous a demandé le plus de travail. Ça a nécessité plus d'1 an de travail, c'est ça? Tout à fait, oui. Jusqu'à présent, j'étais scénariste de mes propres ouvrages, mes propres bandes dessinées. Donc là, de travailler avec Didier Convard, qui est un très grand scénariste de la bande dessinée aujourd'hui, j'ai voulu être respectueux de son travail et donner beaucoup plus que ce que je ne donnais jusqu'à présent, même si c'est déjà beaucoup de travail. Donc là, au lieu d'1 an, j'ai passé 1 an et demi, voire un peu plus, pour créer ces univers. Et puis en plus, surtout, il y a des lieux, il y a un nombre de personnages considérable, puisque Edvel Conrad travaille en équipe. Donc qui dit équipe dit multiplicité de personnages à dessiner, à créer, à concevoir. Ce travail avec le scénariste, justement, vous qui étiez habitué à scénariser vos propres bandes dessinées, là ça change un petit peu, c'est plus contraignant. Comment vous avez vraiment travaillé? Un échange permanent où il vous livre un scénario et c'est à vous de l'illustrer en collant au mieux à ses demandes? Alors c'est un peu des deux en fait. On se connaît très bien avec Didier, le scénariste, donc je respecte à la lettre son scénario qui est très très bien détaillé. Lui-même était dessinateur dans une première carrière, donc il sait parfaitement ce que le dessinateur attend. Il est très respectueux et vice-versa de son travail. Donc on est à la fois complémentaires tout en sachant que le travail de l'autre enrichit
le travail du collègue. Vous travaillez plus techniquement peut-être. Vous dessinez tout ici, vous revenez ensuite, vous travaillez par ordinateur. Comment ça se passe, votre travail de dessinateur? Il y a un peu des deux. J'ai aussi fait des reportages sur place, puisqu'il y a le Lutetia dans le tome 1 qui apparaît. Il y a aussi différents quartiers de Paris que j'ai voulu voir précisément pour préparer le travail. Sur place, vous faites des croquis, vous repérez un petit peu les lieux. Beaucoup de photos, surtout, donc des photos reportages, pour visualiser géographiquement précisément les lieux. Et ensuite, oui, je dessine ici d'abord un premier storyboard qui permet de mettre en place les cases et les personnages dans les cases. Puis ensuite un long travail de dessin. Ensuite, ces dessins sont scannés sur ordinateur, intégrés dans la mise en page. Ensuite ancré et ensuite mis en couleur. Vous parlez de la ligne au clair, d'un dessin très ligne au clair. En ce qui concerne cette bande dessinée, votre travail, qu'est-ce qui vous inspire justement comme auteur, comme classique de la BD franco-belge? Est-ce qu'il y a des auteurs qui ont guidé un petit peu vos débuts de dessinateur et vous inspirent? Disons que oui, les grands classiques. Moi j'aime beaucoup William Vance, qui dessine 13. Il a un style très efficace, très épuré, mais plein d'énergie. Enfant, j'aimais beaucoup les Tuniques bleues, qui m'ont certainement à un moment donné envie de faire de la bande dessinée, donc c'est assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Mais ce sont des bandes dessinées classiques, franco-belges, pleines d'énergie et pleines de qualité. Vous n'êtes pas avare en explications sur votre travail, parce que vous avez même un blog. Déjà, vous nous recevez, vous livrez un petit peu votre travail. Tous les dessinateurs ne le font pas. Certains aiment bien travailler seuls. Vous avez même un blog où vous expliquez, vous montrez un petit peu comment évolue le travail. Ça a toujours été un choix pour vous? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, un dessinateur, ça travaille tout seul, hélas, ou avec, grâce à tous ces moyens aujourd'hui, email, Facebook, blog, ça permet d'avoir une fenêtre ouverte à la fois sur son éditeur, sur les lecteurs, sur les proches. Tout le monde ça permet à tout le monde finalement de suivre l'évolution du travail et d'en mesurer la longueur. Là, actuellement, vous travaillez forcément sur le deuxième tome, parce que Paradoxe, ce sera en 3 ouvrages. Le premier a été publié fin septembre. On est donc au tout début de sa mise en vente, mais vous travaillez déjà sur la suite. Exactement. Que vont devenir ces personnages? Si on peut faire des révélations peut-être. Effectivement, ces personnages, parce qu'il y a énormément de personnages, je ne peux pas trop en révéler non plus là, du tome 2, mais je suis moi-même surpris. Oui. Je découvre petit à petit le scénario et je dois avouer que c'est très prenant, même pour le dessinateur. Bon. Là, le scénario est terminé. Oui. Donc vous êtes à quelle étape? Vous en êtes où un petit peu dans la préparation? Là, j'en suis à la planche 23-24. D'accord. Et je travaille sur le storyboard et puis le dessin au fur et à mesure. Ça veut dire que vous avez mis toutes les autres créations, tous vos autres travaux en suspens, ou vous travaillez parallèlement sur d'autres ouvrages? Oui, effectivement, là je travaille avec un auteur renommé, Lucien Rollin, sur une bande dessinée sur le gouffre de Padirac. Donc c'est une histoire sur la spéléologie au 19e siècle et c'est passionnant. Mais là je suis seulement scénariste, enfin seulement entre guillemets. Mais on reste sur l'historique, hein? Tout à fait. Et oui, moi j'ai découvert la spéléologie et les origines de la spéléologie grâce à ce scénario. Et en fait, si ce personnage est au 19e siècle, en fait, il était tourné vers le futur. Donc c'est intéressant de découvrir ça. Merci Laurent Bidault de nous avoir reçus ici dans votre atelier. On va vous laisser à présent travailler, continuer la suite de Paradoxe, le deuxième volume. Le premier en tout cas est déjà disponible en librairie et c'est édité par Glénat. Samedi et dimanche se tenait à Gazeran une exposition sur les champignons, l'occasion pour les visiteurs d'en découvrir un petit peu plus sur les quelques 200 variétés qui existent. L'occasion surtout d'en apprendre un peu plus sur la toxicité de certaines espèces en cette période propice à la cueillette. Olivier Maniscalco, Anthony Reich. Apprendre à cueillir sans danger les champignons. C'est le thème que proposait ce week-end l'exposition mycologique de Gazeran. Organisée depuis plusieurs années par le Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt, l'expo proposait aux visiteurs d'observer près de 220 espèces de champignons. Girolles, cèpes de Bordeaux, chanterelles en tube ou trompettes de la mort, certains champignons se consomment sans risque. Pour d'autres, il faut être bien plus vigilant.
Le conseil déjà qu'on va donner en premier, c'est de bien cueillir l'intégralité du champignon. Parce que si on n'a pas les caractéristiques de la base du pied, on peut passer à côté d'une amanite avec une volve, donc bien cueillir l'intégralité du champignon. Alors voilà donc l'amanite phalloïde qu'il faut bien apprendre à connaître, puisque c'est vraiment la plus dangereuse, avec une volve en sac très épaisse, un anneau, et surtout elle est verdâtre avec des fibrilles sur le chapeau. Mais elle peut aussi être blanche, donc c'est pour ça qu'il faut bien cueillir tout le champignon pour voir la volve. Et on peut la toucher sans Non, risque. non, non. Par contre, un tout petit bout, la moitié du chapeau, là, ça peut vous tuer. Je ne cueille plus de champignons en fait, parce que depuis 3 ans que j'ai découvert cette exposition, je trouve qu'il y a beaucoup de champignons qui se ressemblent trop et donc j'ai peur de me tromper si je ne suis pas accompagnée par quelqu'un de compétent. Près de 2000 variétés de champignons ont été inventoriées sur le massif de Rambouillet. Selon le CERF, les cas d'intoxication sont en augmentation ces derniers temps. Prenez donc le temps de vous renseigner ou de faire appel à un mycologue avant vos sorties en forêt. Si vous êtes amateur du PSG en football, sachez que le 18 octobre dernier, le Conseil régional d'Île-de-France a voté un amendement déposé par Europe Écologie Les Verts interdisant la création d'un espace vert et de loisirs sur le plateau des Alluets-le-Roi, un site pressenti pour accueillir le futur centre d'entraînement du club de la capitale. Une décision saluée par la Confédération paysanne qui rappelle que moins de 50% des terrains franciliens sont aujourd'hui des espaces agricoles. Les dirigeants qataris n'ont pas réagi. On ne sait pas quand sera prise la décision de déménager le camp des loges, actuellement à Saint-Germain. La base de loisirs de Saint-Quentin serait toujours en course, mais sans plus de précision. On notera aussi que Clairefontaine a modifié en urgence son plan d'occupation des sols en plan local d'urbanisme. Cela signifie que la voie est ouverte à la rénovation du centre technique national de football. Démolition, reconstruction s'autoprogramme pour une partie de ce site. Une décision prise dans la précipitation alors qu'approche la Coupe d'Europe. Ce sera en 2016 en France. On revient à l'information principale du jour. Si vous n'étiez pas avec nous au début de cette édition, Alexandre Costanzo, 20 ans, devait comparaître ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Versailles pour son implication dans les émeutes à Trappes en juillet dernier. Seulement, le procès n'a pas eu lieu. Il a été reporté, comme nous l'explique sur place Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude. La justice a décidé de prendre son temps dans l'affaire des émeutes de Trappes. Le procès d'Alexandre Costanzo est renvoyé pour cause de complexité et de connexité avec d'autres éléments. Une audience relais est prévue le 5 février 2014 pour faire le point. Un renvoi qui satisfait le syndicat UNSA Police. Pour son secrétaire, cela laisse plus de temps pour mener des investigations poussées et prouver que le jeune homme a participé aux émeutes de juillet dernier. On va clairement pouvoir prouver que cette personne était là, que la parole des fonctionnaires est claire et nette et qu'il n'y a pas eu de violence, premièrement illégitime et deuxièmement, qui n'ont fait que essayer de repousser des individus qui voulaient attaquer le commissariat. Alexandre Costanzo, 20 ans, est soupçonné de violence et de rébellion à l'encontre des 3 policiers, tous partie civile, dans la nuit du 19 au 20 juillet. Une version démentie par le jeune homme, lui se dit victime d'une bavure policière. Il dit avoir été violenté et s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. Son avocat évoque des éléments soit erronés, soit mensongers de la part des policiers et parle d'une couverture fabriquée dès la 2e heure après l'arrestation. Nous, on a une version qui est celle d'Alexandre Badeau, qui rentre d'une soirée, qui voit des échauffourées à 250 mètres, qui descend de sa voiture, qui laisse son portable, qui laisse ses amis dans la voiture, donc il n'en a que pour quelques minutes, et qui se retrouve pris dans un guet-apens. Un autre prévenu, Majid, 18 ans, comparé mercredi prochain. Lui aussi est soupçonné de violence et de rébellion à l'encontre des policiers. Fin de ce journal. Toutes nos éditions sont à retrouver sur notre site internet, rubrique le 7-8 l'actu. La rédaction vous donne rendez-vous demain, 18h, en direct pour faire le tour de l'information locale. Ce mercredi, n'oubliez pas, Kiosque, le magazine culturel avec Aurélia Debussy. À demain.